C'est vrai que particulièrement sur cet album, le temps nous a permis de prendre du recul par rapport à des démos, des ébauches de morceaux, des samples qu'on avait de côté et c'est vrai qu'au bout de quelques années, on pouvait mieux discerner les morceaux qui tenaient la route et qu'on allait pouvoir utiliser sur cet album. Mais on avait envie d'essayer quelque chose de différent pour ce quatrième disque. Donc, début 2008, on rentre en studio pour commencer des séances d'enregistrement dans un studio d'enregistrement professionnel. C'est la première fois qu'on allait faire ça. Et on commence à faire des maquettes. Et après quelques mois, on fait une pause pour faire la musique de Tron avec un orchestre, une musique de film pour Disney. Et après cette aventure de Tron, quand on se remet à travailler sur les maquettes, on a le désir de transformer ces maquettes et d'en faire une vraie aventure collective avec des ingénieurs, des musiciens de studio, des musiciens invités, des interprètes, un orchestre, une chorale, des bruiteurs, de créer comme ça. C'était finalement très ambitieux, mais on était très enthousiastes, on voulait expérimenter plein de choses. Et là, le temps qui était d'habitude notre allié a pu peut-être à un moment devenir presque comme un ennemi parce que il s'est étiré, les séances d'enregistrement sont devenues un petit peu tentaculaires, ça partait dans tous les sens, on essayait plein de versions différentes, on a enregistré des parties d'orchestre pour toutes les chansons et on avait beaucoup de matériel, on accumulait de plus en plus de matériel sonore. Et ce qui nous a vraiment sauvés, j'ai l'impression, c'est de suivre notre intuition, de continuer à la suivre. Et à la fois, on avait vraiment conscience de la générosité de toutes ces équipes et de toute cette équipe. On n'avait pas envie surtout de décevoir tous ces gens qui nous donnaient tant, mais fallait qu'on puisse quand même garder, faire confiance à cette intuition qui dit bah là, non, finalement, cette partie d'orchestre pour ce morceau, on va pas la garder, ou ce morceau, on va finalement pas le terminer. Et c'était un vrai soulagement d'arriver à bon port, parce que le processus, il est devenu assez labyrinthique à un moment donné. Après ces 4 ans de travail, c'est vraiment les 2, 3 derniers mois pendant le mixage et un petit peu avant le mixage où avec Guy Manuel, on s'est assis tous les deux dans une petite pièce, un studio, et où on a créé le disque avec tous ces éléments et fait des chansons et simplifié les morceaux pour arriver à en tirer quelque chose de clair et de pas complètement inécoutable en fait. Et c'était agréable justement de le faire dans l'urgence. Donc à la fois on avait passé des mois à tourner et à la fois le montage final, c'était impératif pour nous de le faire très rapidement parce que sinon on y serait encore finalement 10 ans plus tard. C'est vrai qu'on a travaillé effectivement avec un sound designer sur l'album qui s'appelle Gus Coven, qui est américain et avec qui on avait déjà travaillé sur notre film Electroma quelques années auparavant. C'est vrai aussi que je pense même pas seulement sur cet album ou sur Beyond, mais sur, tout ce qu'on a fait depuis le début, en partant du premier clip Daft Punk, de Around the World, dès le premier album, j'ai l'impression que on essayait d'avoir non seulement de la musique, qui parle et qui soit qui soit dansante ou qui soit émouvante, mais il y avait toujours comme une espèce de narration, d'histoire ou au moins l'impression de rentrer dans un univers qui est particulier à chaque morceau. Si on prend par exemple Veridisco, c'est hyper cinématique pour moi, mais c'est la même chose pour Contact par exemple, sur lequel Gus Coven nous a donné un coup de main ou sur plein d'autres morceaux. C'est vrai qu'on a toujours été très fans de cinéma, Thomas et moi, et qu'on a essayé de mêler la musique et les images depuis le premier projet en fait. À chaque disque, j'ai l'impression qu'on repartait vraiment à zéro, sans savoir où on allait arriver. Donc il y a cette phrase dans le morceau Fragments of Time que j'aime beaucoup qui dit Our only plan is to improvise. Donc notre seul plan c'est l'improvisation.
Et il y avait une vraie part d'improvisation dans Random Access Memories, parce que c'était comme un film sans caméra, juste avec des micros. On est un peu devenus des réalisateurs d'un film sonore en travaillant avec ses interprètes et ses techniciens. Et à la fois, on n'avait pas vraiment de scénario. Donc c'était vraiment autour de l'improvisation. Et ça a créé ces accidents. Et rétrospectivement, on peut se dire, ah, on avait cette intention, on est arrivé dans ce genre-là. Mais finalement, je pense que on n'avait aucune idée de ce que le résultat final serait, justement par rapport à cet aspect tentaculaire et un peu labyrinthique du processus. À cette époque, on a trouvé que ce qui nous touchait le plus, ou en tous les cas ce vers quoi on voulait se tourner un peu de façon pas passéiste, mais on a toujours adoré la période des années 70, fin 60, 70 et début 80, et particulièrement autour de 75-80, comme un album comme Hotel California des Eagles, ou alors les albums de Fleetwood Mac, Quincy Jones aussi à l'époque, même si c'était un autre style plus funky. Mais disons qu'il y a une espèce d'âge d'or à mon goût, et je pense celui de Thomas aussi. C'est cette période de ces albums mythiques, assez épiques de la fin 70, où les techniques d'enregistrement, les musiciens, les instruments, il y avait une conjoncture qui fait que je trouve que c'était un son assez universel et assez, euh, en français ça serait éternel, mais timeless, sans temps. C'est-à-dire que on écoute certains morceaux de Quincy Jones de 78, 79 jusqu'à 82 avec Michael Jackson Thriller, ou les Eagles, ou Steely Dan, ou il y a toute une liste de ces groupes-là à cette époque qui avaient un son très cristallin, très bien enregistré, avec des super micros, du super matériel. Et à mon goût, en tous les cas, c'est une période qui donne à la musique un côté intemporel. Et je pense que c'est ça qui nous a, à ce moment-là, malgré le fait qu'il y ait toujours de la musique, moi je suis très fan de plein de styles de musique différents de toutes les périodes. Donc c'est pas que ça me manquait ou que ça manquait à Thomas, mais c'était vraiment un clin d'œil à, comme souvent ça a été le cas depuis le début du groupe, un clin d'œil à notre enfance et à notre jeunesse et à la musique magique qu'on avait la chance d'écouter quand on était gamin. Ce quatrième album, il a été enregistré dans des circonstances et un environnement très différents des trois premiers. Les trois premiers ont été enregistrés à la maison, dans un home studio, juste tous les deux, sans ingénieur, sans technicien, avec des invités, mais la majorité du temps, on l'a passé à deux, à expérimenter, à essayer des choses, à faire n'importe quoi, à réussir, à rater, à jeter. Et on était finalement très à l'aise avec ce processus. C'est un album qui est beaucoup plus tourné vers les musiciens, les instruments, la musique live enregistrée dans des bonnes conditions de studio traditionnels. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment développé jusque-là. Alors petit à petit, on y arrivait, mais c'est vrai qu'on a commencé dans une petite chambre, la chambre de Thomas, qui s'était transformée en studio. Et pendant les 3-4 premiers albums, on était vraiment tous les deux seulement avec nos machines. On jouait tous les instruments, mais c'était un peu un côté, je dirais pas amateur, mais vraiment home studio. Et petit à petit, et notamment sur Tron, l'album pour le film de Disney, on avait travaillé avec un orchestre à Londres, chez Air Linders, qui est un endroit fantastique avec des musiciens exceptionnels. Et c'est vrai que ça nous avait encouragé à travailler plus avec d'autres musiciens, et en dehors des chanteurs, avec des musiciens classiques et aussi des guitaristes, des bassistes. Donc on a eu tous les... Sur ce dernier album, on a eu Nathan East à la basse, Paul Jackson Jr. Ce sont des gens qui ont travaillé avec Michael Jackson sur les meilleurs albums, Off the Wall, Thriller. On a eu Paul Williams. Bon, enfin, il y a toute la liste des collaborateurs, et c'est des gens qui étaient là dans les années 70-80. Et c'est vrai que sur tous les autres albums, on était vraiment plus seulement Thomas et moi, et que là, on a vraiment ouvert la porte
aux collaborations et aux gens qui maîtrisaient vraiment ce style de musique à l'époque. Alors on a sollicité Julian parce qu'on a toujours été des gros fans de rock et c'est vrai que pour moi c'est un peu l'héritier direct de groupes que j'adore, de groupes surtout de New York dans les années 70 comme les Ramones, Suicide, Richard Hell and les Voidoids, Blondie, toute cette scène punk rock new-yorkaise. On avait vraiment l'impression d'avoir la chance de pouvoir travailler avec quelqu'un qui était directement dans cette lignée que j'adore. Et puis les Strokes en plus, qui est un des groupes un peu après notre génération, mais qui était vraiment un groupe d'un très haut niveau à mon goût. Et c'est vrai que c'était un peu une super chance de bosser avec lui. Sa voix en plus est hyper intéressante. Il peut aller très grave et très fort avec une voix très rauque et menaçante et dans le même morceau monter dans les aigus et de façon hyper contrôlée. Peut-être qu'on le voit pas tout de suite parce que c'est un côté un peu punk rock comme ça, mais il a une super voix hyper intéressante. Et là, c'est lui qui a décidé de nous demander de trafiquer sa voix. Alors, je ne sais pas s'il l'avait fait beaucoup de fois avant, mais là, c'est vrai qu'il y a un côté digital un peu robotique. Je pense que c'était un peu un clin d'œil à nous, en fait, et il voulait prendre une sorte de risque. Il nous a proposé ça dès le début. Il voulait transformer sa voix pour faire partie de l'aventure Daft Punk, apparemment. On les a pas du tout guidés, encouragés, c'est sûr, mais je pense qu'il y a quelque chose qui se passe en général, enfin qui se passait quand les collaborateurs venaient travailler sur cet album et même, même avant ça. C'est-à-dire que en général, on travaille avec des gens qui connaissent notre musique et qui souhaitent y participer. C'est la même chose de notre côté et ça fait que quand on se retrouve dans la même pièce, assez naturellement, la musique sort d'elle-même et que ça soit le cas pour, Pharrell, pour Julian ou pour, Abel, du groupe The Weeknd avec qui on a travaillé plus récemment. C'est à chaque fois sur place en studio quand on leur fait écouter en général le morceau, sur lequel on voulait les avoir, quand on leur fait écouter pour la première fois, il se passe une réaction un peu chimique où tout de suite en général ils ont réussi à trouver la mélodie, les paroles. Il y a une dynamique comme ça qui se crée et souvent en plus, ils veulent, comme je disais, ils veulent rentrer dans notre univers un peu et partager ça avec nous et c'est quelque chose de chimique en fait et jusque-là, ça s'est toujours super bien passé. Même chose avec Kanye West, quand il était, dans le studio et où même une fois, on lui a juste sorti un micro parce qu'il commençait déjà à chanter, à crier dans le studio et il fallait qu'on lui trouve tout de suite un micro pour, choper le moment, en vol, quoi. C'est assez fascinant et assez magique, ce qui peut se passer quand, des artistes se rencontrent comme ça. C'était un vrai soulagement et une vraie joie de faire découvrir les morceaux terminés aux différents participants qui nous avaient fait confiance, mais voilà, on avait enregistré avec Nile Rodgers, avec Pharrell Williams, avec Giorgio Moroder, avec Paul Williams, Todd, avec Noah, Panda Bear, DJ Falcon, et ils nous avaient fait confiance. On avait ces séances d'enregistrement et on est reparti dans le montage, dans la production, dans le mixage, et de leur faire écouter le résultat final et de pas les décevoir. Pour moi, c'était vraiment important et j'étais vraiment. C'est des beaux moments en fait. C'est les souvenirs les plus forts que je garde. Voilà, c'est la première fois qu'on a fait écouter Get Lucky à Pharrell, la première fois qu'on a fait écouter Touch à Paul Williams, la première fois qu'on a fait écouter Giorgio à Giorgio. C'était des moments très émouvants et très forts que j'oublierai jamais. Bah, j'ai l'impression que ce sont 10 années qui sont passées très vite et quand j'en parle autour de moi et que je dis à mes amis, «Get Lucky à 10 ans», tu te rends compte, personne me croit en fait. C'est vrai qu'il s'est passé plein de choses depuis et que ça s'est peut-être un peu accéléré, mais ça donne l'impression que c'est vraiment pas loin en arrière.
Au niveau du style musical de l'album qui est quand même tourné donc vers ce côté funky fin 70, c'est un style de musique qui est toujours présent à la radio, dans les fêtes, dans les anniversaires, les mariages, que ça soit du de la funky music de Michael Jackson à Prince. C'est un style musical qui a pas disparu donc pour moi, il y a ce côté intemporel dont on parlait qui est toujours là. Je suis très touché par l'accueil que cet album a eu à l'époque. Ça fait déjà 10 ans, j'ai l'impression que ça en fait peut-être 4 ou 5. C'est un album qui était finalement le dernier, qui regroupait plein d'influences et qui nous a permis de travailler avec plein d'idoles qu'on avait quand on était jeune, que ce soit des chanteurs ou des musiciens ou des techniciens, des ingénieurs, plein de légendes vivantes qui nous ont vraiment aidés à mener à bien cette aventure.